Il y a encore 1106 victimes qui n'ont toujours pas été identifiées. 2 d'entre elles l'ont été ce mardi. Ce mardi également, sur le volet judiciaire, une audience préliminaire au procès de Khalid Sheikh Mohamed et de 4 complices a été ajournée à Guantanamo. Alain Frachon, c'est l'impossible procès du cerveau des attentats? Oui, c'est l'impossible procès parce que, si vous voulez, dès le départ, le président Bush, à l'époque, qui est celui qui va réagir, considère qu'il faut répliquer par la guerre. L'attentat est un acte de guerre ou est assimilé à un acte de guerre. On pense au Pearl Harbor en décembre 1941, quand l'aviation japonaise décime la flotte américaine du Pacifique, qui fait d'ailleurs un nombre de morts un peu similaire, 2400 morts. Et donc il faut faire gros, il faut entrer en guerre. Et dès l'instant où il avait posé cela, qui est une formule qui ne veut pas dire grand-chose, et on s'en rend compte aujourd'hui, parce que le terrorisme, c'est un mode d'action, ce n'est pas une cible. Et d'où, si vous voulez, à mon avis, cette volonté de faire la guerre, de la guerre au terrorisme. Là, on va entraîner l'Amérique dans 2 guerres, qui font que, oui, il n'y a pas vraiment, si vous voulez, dans 2 guerres, qui vont en plus générer, donner un 2e, voire un 3e, voire un 4e souffle au véritable ennemi, c'est-à-dire l'islamisme, le terrorisme islamiste, bel et bien désigné cette fois-ci, mais il ne l'avait pas désigné lui. Et vous décrivez très bien, pardonnez-moi, vous décrivez très bien ce qui va se déclencher, mais à l'origine, quand on est tout de suite après le 11 septembre, immédiatement les États-Unis comprennent que leur ennemi c'est Oussama Ben Laden, ennemi public numéro 1. Qu'est-ce qu'on sait de lui à ce moment-là? On sait de lui déjà qu'il était responsable des attentats contre les ambassades des États-Unis en Afrique de l'Est, au Kenya et en Tanzanie, en 1998, et ce qui avait déjà entraîné de la part de l'administration Clinton des frappes ciblées sur des camps d'Al-Qaïda en Afghanistan oriental. Et en fait, les services secrets américains étaient parfaitement au courant de la présence de Ben Laden sous le régime des talibans. Ils le savaient, c'est plutôt l'exécutif qui ne voulait pas suffisamment prendre la menace au sérieux. Donc c'est un vrai échec à ce moment-là, même pour le renseignement américain, ces attentats du 11 septembre, le fait que 2 avions puissent s'encastrer dans les tours jumelles? C'est un... Non. Cela provient de ce qu'on appelle une surabondance d'informations entre lesquelles il faut savoir trier, celles qu'on prend au sérieux, celles qu'on repousse comme finalement étant secondaires, et les avions, si j'ose dire, ont volé à travers les barrières. Et s'il y en avait bien un qui les avait, ces informations, qui a averti les Américains, c'est le commandant Massoud. Il avait signalé le risque d'une attaque imminente, comme nous le rappelle Sophie Goldstein. Le danger Al-Qaïda, un homme l'a cerné avant tout le monde. Ahmad Shah Massoud, le charismatique chef de guerre afghan, est alors en quête de soutien face aux talibans au pouvoir en Afghanistan depuis 1996. Derrière cette situation, il y a le régime pakistanais. Les militaires en particulier soutiennent tous ces groupes extrémistes. Massoud a alerté les Occidentaux d'une opération terroriste imminente de grande envergure. Et puis, il est retourné dans ses montagnes. Le 9 septembre, 2 jours avant les attentats, 2 faux journalistes se présentent. Des Tunisiens dotés de passeports belges en mission suicide. Leur caméra est piégée, Massoud ne survit pas. Al-Qaïda a fait taire le lion du Panjshir qui a fait reculer les soviétiques dans les années 80. La riposte américaine est lancée 1 mois plus tard contre ceux qui protègent Ben Laden en Afghanistan, explique le secrétaire d'État à la Défense. Les talibans ont refusé de livrer le chef d'Al-Qaïda. L'aviation américaine lance ses missiles à Tora Bora en appui des chefs de l'Alliance du Nord au sol. En novembre 2001, ces derniers font une entrée triomphale dans Kaboul, en musique. Voilà 5 ans que les talibans l'ont interdite, comme la danse et les livres. Les fondamentalistes sunnites sont évincés. Une administration transitoire est mise en place. Hamid Karzai serre beaucoup de main ce jour-là. C'est une courte pause dans une très longue guerre. L'objectif d'Oussama Ben Laden aurait été d'attirer les États-Unis dans une guerre pour réveiller l'esprit du djihad. Est-ce que les États-Unis, Alain Frachon, sont tombés dans un piège grossier qui leur a été tendu? D'une certaine façon, oui. Alors, je ne sais pas s'ils ont réagi à ça, mais d'une certaine façon, oui. Parce qu'au fond,
cette guerre va être interprétée dans une partie du monde musulman, à tort, mais elle va être interprétée comme ça, comme une guerre contre les musulmans. Et d'une certaine façon, c'était l'objectif de Ben Laden. Donc oui, je répondrai par un oui nuancé à votre réponse, mais c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Oui. Les États-Unis auraient pu partir bien avant, ils sont restés 20 ans, ils viennent de repartir. À un moment donné, ils auraient pu quitter le pays, c'est en décembre 2001. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait à ce moment-là? Le pays est relativement en guerre, en paix, Oussama Ben Laden n'est plus là. Déjà, c'était une prise de conscience très nette que les talibans étaient en recul, mais c'était loin d'avoir disparu, que le socle de leur appui continuait à exister. Donc les États-Unis se sont retrouvés, comme l'avait souhaité, sinon Ben Laden lui-même, certainement son lieutenant Zawahiri, qui a dit littéralement après le coup: nous avons attiré les Américains dans la rocaille afghane où nous le tuerons, nous le saignerons comme nous avons saigné l'armée soviétique avant. Cela dit, une fois entré en territoire afghan, l'administration américaine a voulu jouer les troupes de libération en Europe de 1945. C'est-à-dire, nous respectons l'indépendance des Français, des Allemands, des Italiens, et c'est aux Allemands, aux Italiens et aux Français de se reconstruire. Nous fournissons un plan Marshall, mais ce sont des États indépendants. Or, la société afghane, et surtout son appareil administratif, était tellement abîmé, après tellement d'années de guerre, déjà à l'époque soviétique, qu'en fait, les Américains se sont retrouvés pris dans un second piège. Oui, il fallait aider à reconstruire une nation et ils n'ont pas su le faire. Et on va voir que ce piège prendra la forme d'une guerre que George Bush, le président de l'époque, qualifiera en ces termes, une guerre globale contre la terreur. Cette guerre sera décidée dans l'émotion par une Amérique sous le choc et ébranlée. Elle va déclencher un effet domino que vous évoquiez déjà au Moyen-Orient, Afghanistan, Irak et une menace djihadiste mondiale renforcée. Décryptage Sophie Goldstein. Les attentats anti-américains du 11 septembre ont déclenché une guerre contre le terrorisme. En Afghanistan, puis en Irak, à partir de mars 2003. À l'ONU, le secrétaire d'État américain veut convaincre que le régime irakien est lié à Al-Qaïda. Saddam Hussein et son régime cachent les efforts qu'ils font pour produire plus d'armes de destruction massive. Fausses preuves, armes introuvables. Moscou, Pékin et Paris s'opposent à l'intervention armée. Personne ne peut affirmer non plus qu'il pourrait déboucher sur un monde plus sûr, plus juste et plus stable. Washington renverse le régime baathiste longtemps soutenu contre l'Iran. L'ennemi public numéro 1 des États-Unis reste Ben Laden. Il s'est volatilisé. La CIA finit par le localiser en 2011 de l'autre côté de la frontière, à Abbottabad, au Pakistan. Il continue de diriger Al-Qaïda à 2 pas des services pakistanais. C'est la preuve du double jeu du Pakistan. Sanctuaire des extrémistes formés dans ses madrassas, ses écoles coraniques et alliés de Washington dans la lutte antiterroriste. Le 2 mai 2011, l'assaut est donné par les forces spéciales américaines. Ben Laden est abattu. Obama a autorisé l'opération Commando. Ce soir, j'annonce aux Américains et au monde la mort de Ben Laden. Les Américains se réjouissent, mais le retour promis des forces américaines doit encore attendre. La disparition de Ben Laden n'est ni la fin d'Al-Qaïda, ni la fin du djihadisme. Un autre groupe a surgi des ruines de l'Irak et de la Syrie, où la répression des manifestations pro-démocratiques anti-Assad a dégénéré en guerre civile. L'État islamique en Syrie et au Levant. Un ancien détenu des Américains dissidents d'Al-Qaïda, Abu Bakr al-Baghdadi, s'est réinventé en calife à la tête de l'État islamique proclamé en juin 2014, à cheval sur les 2 pays. Il faut 5 ans à la coalition internationale pour venir à bout du califat et de ses combattants. En Irak et en Afghanistan pendant ce temps, les attentats confessionnels et anti-occidentaux ne faiblissent pas. La guerre américaine contre le terrorisme ne fonctionne pas. Les États-Unis regardent désormais vers l'Asie. Les priorités stratégiques ont changé. Arrive Donald Trump. Il va négocier avec les talibans. C'est un revirement et un tournant.
Un accord de paix est signé début 2020 à Doha, retrait des forces américaines à la clé. Son successeur, le démocrate Joe Biden, est sur la même ligne. La guerre en Afghanistan a assez duré. Les soldats américains et les forces de nos alliés de l'OTAN auront quitté l'Afghanistan avant le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. La date butoir est fixée au 31 août 2021. Pour les talibans, c'est le signal de la reconquête territoriale. Elle est fulgurante, une capitale provinciale après l'autre, sans résistance ou si peu. Ils s'emparent des véhicules et des armes américaines. Le 15 août, ils entrent à Kaboul. Le soir, ils investissent le palais présidentiel. À l'aéroport, c'est la panique. Des milliers de personnes se pressent pour quitter l'Afghanistan. Les évacuations sont endeuillées par un attentat meurtrier revendiqué par la branche afghane de l'État islamique. Le dernier avion américain décolle le 30 avec un jour d'avance. Les talibans chassés il y a 20 ans sont de retour au pouvoir avec les félicitations d'Al-Qaïda. Une débâcle américaine. En quête de légitimité internationale, les fondamentalistes nationalistes tentent de présenter un visage fréquentable. Ils feraient presque figure de modérés comparés aux djihadistes de l'EIK qu'ils vont devoir gérer.